Merci d'être venus aussi nombreux pour cette 4e conférence de la FIS à la mairie du 5e arrondissement de Paris. Donc ce soir, aucun élu n'a pu se rendre disponible compte tenu des récents événements pour introduire cette conférence. Néanmoins, je tiens à remercier toute l'équipe de la mairie qui nous accueille et qui nous permet de faire ces conférences. Et donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Durand. Donc Thomas est docteur en biologie. Il a enseigné la biologie végétale à l'université d'Angers et de Lyon. C'est un des créateurs, auteurs et présentateurs de la chaîne YouTube La Tronche en biais, que je vous recommande, qui traite notamment des biais cognitifs et qui a plus de 115 000 abonnés sous le pseudonyme Acermandax. Cette chaîne a notamment reçu le prix Diderot en 2016. Il est le directeur scientifique et de rédaction de l'ASTEC, l'Association pour la science et la transmission de l'esprit critique. Il tient également le blog La menace théoriste. Il est l'auteur du documentaire Les lois de l'attraction mentale, sorti en 2017. Un documentaire cherchant à expliquer comment certaines idées peuvent se transmettre de façon virale et de quelle manière elles peuvent séduire les gens. Et entre autres, il a également publié 2 romans et l'auteur d'une 15aine de pièces de théâtre. Oui, j'ai une longue vie. Voilà. Et plus en lien avec le thème de ce soir, il est également l'auteur de La vie après la mort, une approche rationnelle, publié aux éditions Booky Book dans la collection Une chandelle dans les ténèbres, qui d'ailleurs appartient à la FIS depuis cette année. Je vous appartiens. Oui. Et j'espère qu'on pourra vous proposer cet ouvrage en vente et à la dédicace à l'issue de la conférence. Et donc ce soir, nous allons parler de la vie après la mort. Il s'agit d'une croyance les plus répandues dans le monde. Déjà, c'est une croyance qu'on retrouve dans beaucoup de civilisations depuis la préhistoire. Et on peut, par exemple, penser aux pyramides d'Égypte et aux croyances religieuses qui y étaient associées. Mais également en France, je cite juste aujourd'hui un sondage IFOP de 2018 qui indique qu'un Français sur 3 croit à une forme de vie après la mort. Comme bien évidemment les morts ne peuvent pas venir nous raconter ce qu'il y a après la mort, il est difficile d'avoir des certitudes. Mais parmi les arguments des partisans de cette croyance, outre le fait que ce serait mieux et que ça réparerait les injustices de la vie, il y a souvent ces preuves de son existence que sont les témoignages d'expériences de mort imminente. Ainsi, certaines personnes, à l'approche de la mort, ont le sentiment de ne pas se trouver à la fin de leur existence, mais plutôt au début d'un nouveau voyage. Donc, c'est une citation que j'ai récupérée d'un article intitulé « 10 raisons de croire en la vie après la mort » sur Internet. Passionnant. Écrit par qui ? Par Notre Pain Quotidien. Je ne connais pas. Alors rassurez-vous, on ne pourra pas affirmer ici ce soir de façon catégorique que Dieu n'existe pas ou qu'il n'existe rien après la mort. Ne spoile pas, voyons. Non, notre objectif est simplement de réfléchir s'il est raisonnable de croire en une telle vie après la mort. Car si chacun reste libre de croire à sa guise, à la FIS, nous considérons qu'il est toujours utile d'éclairer ce que nous croyons à la lumière des connaissances acquises par la science et la raison. Et c'est justement pour nous apporter cet éclairage que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Thomas Durand. Il va nous présenter sa conférence pendant environ 1h15, et puis à l'issue, nous aurons une séance de questions d'environ un quart d'heure. Merci, c'est à toi. Monsieur Ingremot. Merci à la FIS pour son invitation. Merci à vous d'être là, je suis très content. Alors, donc, examinons les preuves de la vie après la mort. D'abord, en termes d'intérêt, j'aimerais croire, donc toute preuve que la mort n'est pas définitive est la bienvenue. Je veux bien croire. Hein. Malheureusement, d'abord, je doute. Ensuite, on ne doit pas croire une chose juste parce que ça nous déplairait qu'elle soit fausse. Ça, c'est un argument qu'on entend. Ça serait trop horrible si c'était faux, donc je vais y croire. Comme j'ai ces trucs-là qui m'habitent, je suis sceptique au départ, je n'y arrive pas. Mais je ne suis pas opposé à la croyance. Donc il ne faut pas que ceux d'entre vous qui seraient là en voulant des preuves et en voulant un type de discours et qui voient que je dis autre chose, pensent que je suis motivé à ça. Moi, j'aimerais bien pouvoir y croire. Je ne suis pas un expert du domaine en question. On vous a dit que j'ai enseigné la biologie végétale. Alors évidemment... les expériences de mort imminente chez les plantes, on en a encore moins qu'ailleurs. Mais mon métier, c'est d'être en blouse blanche. Et là, je ne l'ai pas parce que mon sac était trop petit. Devant les gens et de transmettre un peu ce que la science sait ou ne sait pas sur les choses. Donc, moi, je vais me baser sur des études que d'autres ont fait avant moi,
Peut-être que je n'ai pas compris, auquel cas il faudra douter. Donc gardez votre liberté d'esprit de douter de ce que je vais vous raconter. Mais en gros, ce que je vais vous dire, je crois que c'est vrai parce que j'ai vérifié. Voilà, je peux vous dire ça. Alors, est-ce que ça marche cette souris? Voilà. Donc la mort, pourquoi pas, mais d'abord la vie c'est mieux. Et donc en gros, on est tous motivés à chercher un sens à notre vie. C'est mieux s'il y a un sens à la vie, parce que si on n'a pas, à quoi bon, qu'est-ce qu'on fout là, où vais-je, qui suis-je, dans quelle étagère, etc. Donc l'être humain a besoin de contrôle et de sens. D'ailleurs, je vous le prouve, hop, contrôle, c'est marqué. Donc si c'est marqué, c'est que c'est vrai. Donc ça, c'est en psychologie. On sait que l'être humain se sent mieux, on est moins stressé, on vit plus longtemps lorsqu'on a un sentiment de contrôle sur notre vie et de sens. Et donc se dire qu'on vit, on est, puis on meurt pour rien, ça n'est pas très satisfaisant. Donc on est motivé à croire. Donc c'est marqué, on est motivé à croire, oui, tout est logique, hein, tout est prévu. Et donc on est des grands angoissés. On a tendance à ne pas vouloir exister en vain, et donc on cherche activement des raisons pour lesquelles on n'est pas là en vain. Alors, ça peut être des raisons, faire des enfants, élever des enfants, ce serait bien, faire de la poésie, de la musique, avoir un projet politique, c'est notre projet, tout ça c'est bien, c'est très motivant. Mais parfois on veut croire malgré tout qu'une fois que le corps disparaît, une partie de nous survit. Donc cette partie, on va l'appeler âme ou ce que vous voulez. Et ça, c'est ce qu'on appelle le survivalisme. C'est l'idée selon laquelle une partie de nous, alors je ne sais pas quelle partie, parce que je n'ai pas réussi à la voir sous un microscope, mais une partie survivrait et continuerait d'exister. Et pourquoi pas? On peut y croire et se dire que si on y croit, il y a des raisons d'y croire. Et donc, du coup, c'est parfaitement normal, je vais mettre là pour voir quelque chose, c'est parfaitement normal de vouloir y croire, de retenir plus les raisons d'y croire que les raisons de ne pas y croire, d'être frustré quand quelqu'un vous dit en fait on ne sait pas, donc attendez-vous à un peu de frustration à la fin de la conférence, et que la parole sur le sujet soit captée d'abord par ceux qui y croient et qui sont prosélytes. Quand on parle de vie après la mort et qu'il y a une conférence, c'est rarement un sceptique qui l'a fait. C'est des gens qui vont vous dire pourquoi je sais que c'est vrai, parce que je l'ai vécu, parce que j'ai telle preuve. Là, c'est une conférence un petit peu atypique, parce qu'on donne la parole à des gens qui ne disent pas qu'ils savent. Voilà. En gros, c'est moi qui suis là, mais ça pourrait être n'importe qui. Hein. Donc, dans les preuves, ou dans l'écosystème qui a trait à la vie après la mort, on a plein de papiers un peu douteux. Donc là, c'est des livres. Alors, il y a beaucoup de livres en anglais, mais donc le principal, c'est ça, c'est Moody, hein, c'est le 73, je crois, 75. C'est lui qui a lancé la mode. Et donc, on a plein de livres. On a en français aussi quelques auteurs prolifiques. Ils sont là. On en a deux, hein, M. Alix et M. Charbonnier, un journaliste et un médecin. C'est-à-dire qu'il met toujours docteur Charbonnier, docteur. Donc je suis docteur aussi, voilà. Et ça n'a absolument aucune espèce d'importance. Voilà. Mais pour lui, c'est important parce qu'il est anesthésiste. Donc voilà. Bref, donc on a ces gens qui écrivent et le test serait une expérience là, on a le mot preuve. Là, ça nous fait signe. Bref, on a des gens qui disent qu'ils savent et qu'ils ont des preuves. Alors, s'ils ont des preuves, moi, ça m'intéresse et je vais regarder qu'est-ce qu'ils racontent. Donc, je ne vais pas étudier leurs bouquins à eux parce que je ne les ai pas achetés. Je suis allé voir ce qui est disponible, donc les revues, les interviews et les articles scientifiques lorsqu'ils existent. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi comme publication? Donc, on a, là, j'ai fait mes courses, donc une vue panpsychique sur le process de fin de vie. Donc, c'est une idée que tout ce qui existe, en fait, c'est la conscience et le reste n'est qu'une invention de la conscience. Pourquoi pas? On a des gens qui s'intéressent à des régressions dans des vies antérieures. Donc les gens revivent leur mort antérieure, du coup. On a des comparaisons, c'est un peu la même chose, c'est le même sujet, mais c'est deux équipes différentes. Et c'est des équipes qui publient des papiers qui ressemblent à de la science. Vous avez un nom de journal, c'est le journal international de la Société internationale de Life Information Science, bon, voilà. Avec un abstract, Material Method. Et quand on regarde, c'est pas vraiment une revue en fait. C'est des gens qui publient comme ça, mais il n'y a pas derrière le processus de revue par les pairs et de tri des infos. Donc, quand on veut une preuve, on peut croire que ça c'est un papier de science, mais en fait, ce n'en est pas un. On en a un autre, je crois, qui était prévu. Là, il est où? Ma souris m'embête un petit peu, voilà. Et donc, on a une théorie naturelle de la vraie vie naturelle. Donc, pareil, un monsieur qui publie ça dans le Scientific God Journal. J'ignore quel est son impact factor, mais c'est pas très fort. Donc ça ressemble à de la science. Donc, mais je ne vais pas m'intéresser à ça, parce que ça, c'est des preuves assez faibles. Donc je ne vais pas m'attaquer à ça, parce que ce ne serait pas juste. Qu'est-ce qu'on a comme autre élément de discours? Donc d'abord,
quand on nous parle de preuves, comment vous avez entendu parler de ça? D'abord, souvent par des témoignages. Quand Raymond Moody sort son bouquin en 1973, c'est un recueil de témoignages. Les gens disent, voilà ce que j'ai vécu. Est-ce qu'un témoignage est une preuve? Levez la main ceux qui pensent qu'un témoignage est une preuve. Merci, vous avez raison. Donc les témoignages sont extrêmement nombreux. On a des items récurrents, donc les gens voient un tunnel, les gens sortent de leur corps, ça je vais revenir. Donc on a beaucoup de choses qui reviennent. L'expérience est décrite comme plus vraie que les rêves. C'est-à-dire que les gens nous disent, ça ne peut pas être un rêve parce que ça me laisse un souvenir qui est plus vrai que la réalité. Extrêmement fort, et en plus, souvent ça change leur vie. Les gens après ont un changement, et parce que ça paraît être plus vrai, et parce que ça change, alors ça devrait être vrai. C'est un argument qu'on entend. Donc, on se rend compte que ça, c'est faible. Les gens peuvent parfaitement avoir vécu un truc bizarre, extrême, et y croire pour de vrai, et être parfaitement sincère, et moi j'ai rien à dire là-dessus, mais est-ce que le témoin est expert de ce qu'il a vécu? Quand je suis en voiture et que j'ai une panne de voiture, c'est ma voiture, mais je ne suis pas expert, il me faut un garagiste. Donc je me tourne vers ceux qui savent. On a des traditions religieuses. Les traditions religieuses sur la vie après la mort, qu'est-ce qu'on a? Elles sont aussi très nombreuses, c'est pareil. Hein. On a des items récurrents, avec le paradis, avec un truc, avec les anges, avec des entités. On a un sentiment de vérité absolue, puisque les religions en général sont là pour ça, et ça ressemble un petit peu au sentiment de vérité que les gens ressentent lorsqu'ils reviennent d'une NDE. Et ça affecte... Non, en fait, c'est la même chose. On a les mêmes éléments, on a les mêmes raisons de croire, quand c'est des témoignages et quand c'est une tradition religieuse. Après, qu'est-ce qu'on a? On a des travaux scientifiques. Là, ils ne sont pas très nombreux. Ils sont moins, il y en a quand même. C'est rare que ça conclue de manière ferme, on a la preuve. Voilà. Ils vous disent qu'ils ont la preuve quand ils font des conférences, mais quand ils écrivent le papier, ils ne le disent pas. C'est bizarre. En fait, il n'y a pas d'invariant. On a des items récurrents, mais on n'a pas d'invariant qui serait universel. Et ça, je vais y revenir. Et on a des hypothèses alternatives. C'est-à-dire que lorsqu'on a un vrai travail scientifique, on a d'autres hypothèses qu'il y a une vie après la mort. On a d'autres explications physiologiques, psychologiques, ce que vous voulez. Voilà, donc je vais m'intéresser d'abord au papier. Donc, est-ce qu'il y aurait des preuves scientifiques qu'il y aurait une vie après la mort? Vous êtes là pour ça, hein? On est là pour voir les preuves. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon escarcelle? Donc, dans les preuves scientifiques, on aurait, donc je reviens là-dessus, Raymond Moody qui a fait une étude transversale, enfin, de témoignages, et il a comparé les témoignages. Il s'est dit, puisque plein de gens vivent des choses identiques mais séparées, ça ne peut pas être une hallucination. Parce que qu'est-ce qu'on observe? Donc on a ce bouquin qui a été le point de départ des témoignages. On a des gens qui vous disent, 2016, des scientifiques allemands prouvent qu'il y a une vie après la mort. On dit c'est super, du coup, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Et donc ça c'est sur un blog quelconque, ça a été repris et beaucoup partagé. Et quand on regarde un petit peu et qu'on remonte à la source de cette information, il s'avère que en fait c'est une parodie. C'est un site parodique qui par exemple dit que voilà un prisonnier dans le couloir de la mort demande à ce qu'on lui serve un bébé, un chat vivant pour son dernier repas. Ça faut pas y croire, bah ça non plus. Voilà, c'est le même site qui fait les deux. Mais quand on veut y croire et que c'est fait avec des images, machin, eh ben on partage. Donc, oui, c'est un chat vivant, mais apparemment, il n'a pas été servi, rassurez-vous. Le chat va bien. Donc, il ne faut pas partager des informations douteuses, il faut vérifier avant. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai partagé un truc sur Facebook, j'aurais pas dû. C'était 2 photos où on compare un petit feu sur les Champs-Élysées et puis selon l'angle de vue, on dirait que c'est un gros brasier. En fait, c'était pas la même photo, même endroit. Donc, j'ai eu tort. Oui, donc, c'est comme moi, reconnaissez quand vous avez tort et améliorez-vous. Ensuite, donc ça c'était un site parodique. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a neuroquantologie. Alors, donc, on a tout ce qu'il faut, on a tous les codes d'une revue scientifique avec un ISBN, avec le DOI, avec voilà. On a un abstract, on a des chercheurs qui font équipe et ils vous disent les pannes électriques qu'on observe pendant que les gens sont en arrêt de vie, enfin un arrêt cardiaque, pourraient être dus à l'émission de biophotons par le corps des gens qui font une NDE. Et pourquoi pas? C'est ridicule, mais c'est pas ridicule. Pourquoi pas? Sauf qu'à un moment donné, les pannes électriques, est-ce qu'on sait qu'elles existent? Est-ce qu'on a des données pour les prouver? Non, juste. Donc c'est là, on a une revue qui est presque scientifique et surtout qui est extrêmement spéculative. Voilà. Donc Fontenelle disait déjà, assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. Si des biophotons causent des pannes électriques, d'abord vérifions qu'il y ait bien des pannes électriques. C'est l'étape 1. Ben ça, ils n'ont pas tellement fait, il me semble. Donc voilà, on a une science qui est marginale et très spéculative. Bon, ben on a peut-être mieux. Qu'est-ce qu'on a après comme type de preuve?
On a, alors, vie après la mort, des scientifiques ont affirmé que la conscience humaine vit après la mort. Donc voilà, du coup, là c'est en français, c'est un blog transhumaniste. Mais qu'est-ce qu'on a en fait? On a monsieur Roger Penrose, donc un scientifique reconnu, mais c'est pas une publication, c'est le monsieur qui donne son avis. Donc on a un argument d'autorité, parce que c'est un expert d'autre chose, qui dit oui, c'est possible. C'est une non-séquiture parce qu'en fait, entre dire c'est possible et c'est vrai, il y a un gap, et il n'a pas fait d'expérience. C'est-à-dire que des scientifiques ont affirmé que, oui, mais peut-être qu'à un moment donné, Einstein a dit que ses clés étaient dans son pantalon. En fait, non. Parfois, on peut se tromper en étant un grand scientifique. Et la clé était sur la chaise. Voilà. Je vous lis la réponse, que c'est frustrant sinon. Donc là, on a des déclarations comme ça d'autorités qui ne sont pas de la science. Donc on a le tag. Ah oui, parce que je reviens. Évidemment, là-dedans, j'ai quantique, mécanique quantique. Et donc on nous dit que, après tout, puisque la mécanique quantique c'est compliqué, qu'on n'y comprend rien, et que la conscience c'est compliqué et qu'on n'y comprend rien, donc c'est la même chose. Donc la quantique explique la conscience. Donc là, c'est ta gueule, c'est quantique. Ça rappelle le ta gueule, c'est magique que connaissent ceux qui ont joué au jeu de rôle. Il y a beaucoup même... Qui est geek dans la salle? Ouais, on vous avait reconnu. Alors après, qu'est-ce que j'ai? On a un papier, donc là c'est plutôt de la philo, je crois, enfin c'est philo et quantique. Donc comprendre la mémoire liée aux expériences de mort imminente par la perspective de entanglement quantique, de l'intriquement quantique et la présence du surnaturel. En gros, c'est la même chose. Et on vous dit que l'intégration quantique serait liée à la formation et au stockage des souvenirs formés hors du corps dans un nuage quantique subatomique. Je n'ai pas la définition de nuage quantique subatomique. Mais en gros, c'est une hypothèse pour suggérer que notre conscience n'est pas dans le cerveau, elle est hors du cerveau, et le cerveau n'est qu'un poste de radio qui capte la conscience. Ce qui est une hypothèse sympa parce qu'en fait, elle est irréfutable. Donc c'est super. Donc là, c'est un taggle, c'est quantique bis. Voilà. Après, j'ai autre chose. La vie après la mort, des chercheurs confirment, ou presque. Là c'est récent. Donc là, on a ce qu'on appelle le putaclic, ou le clickbait. C'est-à-dire que j'ai un titre, waouh, je vais cliquer dessus, mais en fait, c'était le presque qui était important. Parce que qu'est-ce qui se passe? Donc des chercheurs, on peut observer les trucs, machin. Donc j'ai écrit à côté un petit résumé. Alors ça, c'est l'article en question. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Donc ils ont étudié le cerveau de gens qui étaient un peu mal en point, et donc ils sont morts. Et donc ils ont surveillé le cerveau pendant le passage de vie à mort. Ils sont aperçus qu'il y avait une vague de dépolarisation. Donc les cellules vont très mal, elles sont peu oxygénées, elles sont machin, et les neurones sont les cellules qui ont beaucoup de charge électrique. À un moment donné, il y a une vague qui se disperse quand les cellules sont en train de mourir. Donc il y a une dépolarisation générale, donc une activité au moment de la mort. Ce n'est pas du tout une vie après la mort. Aucun rapport. Mais le titre était sympa et je suppose qu'il y a eu plein de vues sur l'article. Donc ils ont eu raison, les salauds. Donc on a de la vraie science des tonnes, donc on a un vrai papier, mais on dit n'importe quoi dessus. Donc c'est pas une preuve. Donc c'est frustrant encore, mais on a mieux. Alors, la preuve de l'après-vie. Donc là on a l'INRES. Alors l'INRES, c'est l'Institut national de recherche sur les expériences extraordinaires, qui est présidé par ce monsieur, tiens, et qui, depuis 2011, est une entreprise à but lucratif. Donc une entreprise à but lucratif qui s'appelle Institut de recherche. Personnellement, je n'ai pas confiance. Je me dis qu'on se moque un peu de moi, et je ne suis pas content. Mais bon, ce monsieur, et surtout le plateau télé, il vend très bien ses livres. Et donc il a des preuves, donc on a des preuves. Je ne vais pas vous faire en fait, il n'y a rien. Parce que ce monsieur a pour spécialité d'écrire des bouquins où il fait là, c'est des témoignages, et là, il fait le test, c'est-à-dire que son papa est décédé. Il a mis dans le cercueil de son père des objets, et les médiums devaient dire quels objets étaient dedans. C'est le test, c'est le bouquin. Et selon lui, le test est passé parce que les médiums ont donné les bonnes choses. J'ai pas lu le bouquin. Parce qu'encore une fois, c'est pas ce niveau de preuve qui m'intéresse. Je veux un protocole propre et pas un bouquin qui est dans les. Donc du coup, je vais pas étudier. Ceux que ça convainc, c'est bien, mais ça veut dire que ça peut pas être une preuve parce que il n'y a pas de protocole propre. Donc voilà, on a la question de faux instituts de recherche et ça c'est dommage. Après, on a encore des sites un peu bizarres, voilà, avec des images sympas.
et qui veulent communiquer, donc ça c'est 2017. Vie après la mort, une théorie quantique nous éclaire sur ce qui se produit quand nous mourrons. On voit que ça revient. Donc, il fut un temps, la mode, c'était l'électricité, c'était le magnétisme. Maintenant, tout le temps, c'est le quantique, parce que le quantique, c'est compliqué. Et du coup, voilà. Donc, on a encore du quantique, plus qu'on en veut. Après, là, on a les experts. Donc, M. Moody, M. Eben Alexander, on va en parler, qui se réunissent, qui font des conférences. Et, voilà. Et entre eux, entre gens qui font des bouquins vendus partout dans le monde, ils reçoivent des gens comme ici, et ils leur déversent leur savoir, mais bon, et là, on note déjà un truc, c'est qu'ils disent bientôt les preuves. Ah, alors là, c'est quand même bientôt de la preuve, il me semble qu'on les avait déjà à l'époque. Donc, il y a comme une reconnaissance que la preuve, on la veut, mais on ne l'a pas encore. Donc là, je suis d'accord, bientôt les preuves, pourquoi pas. Et donc là, on a un nouveau paradigme, les études scientifiques vont explorer les expériences de vie après la mort. Et donc là, on a une série d'éléments donc, avec des gens qui sont chercheurs hein, et qui vous disent, puisque les malades d'Alzheimer, on a 10% d'entre eux qui ont un retour à la lucidité peu avant de mourir, ça prouverait qu'après la mort, ils soient intacts. Parce que l'argument principal pour dire que la vie après la mort est compliquée, c'est que quand vous buvez un peu d'alcool, vous êtes un petit peu altéré. Votre cerveau, il a un peu du mal. Quand vous avez une commotion cérébrale, vous pouvez perdre des souvenirs. Quand vous avez Alzheimer, vous perdez qui vous êtes. Les gens perdent la personnalité. Et on vous dit après, mais quand le cerveau arrête tout et qu'il est mort, là, vous revenez complètement. Et là, il y a une sorte de saut quantique qui est bizarre. Comment est-ce qu'un cerveau à peu près qui est un peu cassé peut vous changer, mais un cerveau totalement cassé, là, tout va bien. Et bien, ils vous disent, mais quand on a Alzheimer, on redevient lucide. Pour 10% d'entre eux, j'ignore ce que veut dire lucide dans ce cas-là. Voilà. Après, on a la preuve par le doctorat. Les médecins sont la profession qui croit le plus à la vie après la mort parmi les gens qui font de la science. Alors, il y a peut-être des raisons socio-culturelles, psychologiques à ça, mais pour eux, c'est la preuve. Puisque les médecins qui sont au contact de la mort y croient, c'est qu'ils ont raison de le faire. Donc, une sorte d'argument d'autorité. Et puis, on a une seconde preuve par Alzheimer, c'est que, en fait, les malades d'Alzheimer, leur cerveau, il est tellement abîmé qu'il ne devrait pas fonctionner du tout. S'il marche encore, c'est que les facultés sont ailleurs que dans le cerveau. Et là, c'est un argument, je ne sais pas sur quoi ils l'appuient. Ils veulent y croire tellement fort qu'ils le disent. Mais pour moi, ce n'est pas convaincant. Donc, on a encore de la science un petit peu bizarre, argument d'autorité, appel à l'ignorance, et encore des témoignages, puisque qui vous dit que les gens qui vont mourir sont lucides avant de mourir? Je ne sais pas d'où ça sort. Donc, on a tout ça, et ça, ce n'est pas des preuves super. Hein. Donc, il faut mieux que ça. Donc, on a mieux que ça. Juste une dernière fois, on a encore un truc qui me dit qu'on a bien une vie après la mort. Qu'est-ce qu'ils disent? J'ai oublié ce que c'est que ça. Ah oui, c'est le projet AWARE. Ça, je vais en parler. Donc là, on a des gens qui vous citent, je ne sais pas quelle année, mais c'est récent. 2018. Donc ça, AWARE, ça date de 2014. Depuis, il y en a un second qui est en route, qui n'est pas fini, mais le premier projet a eu des conclusions. Et là, ils vous disent, c'est sûr, ça marche. On va regarder ensemble, est-ce que le papier prouve bien ce qu'on voit là. Donc, ça, c'est pas convaincant, on veut mieux. Et donc, quand on revient au point de départ de tout, c'est-à-dire que, puisqu'on a beaucoup de gens qui racontent la même expérience, ça peut pas être juste une équation, ils mentent pas, quoi. Les gens qui vivent un truc, ils le vivent pour de vrai. Comme ils ne peuvent pas se concerter les uns les autres et qu'on a la même chose, c'est bien que c'est vrai. Et donc, ils ont vécu un truc hors de leur corps. On verra qu'en fait, on peut expliquer pourquoi. Et donc, les témoignages, on a quoi? Les gens sortent de leur corps, donc expérience hors du corps, ou OBE, Out of Body Experience. On a une otoscopie, donc les gens se voient hors de leur corps, souvent ils flottent comme ça. Ils voient autour d'eux, donc ils voient toute la pièce. Ils sentent qu'ils font un avec le cosmos. C'est une sorte aussi de vague d'amour, parfois, ils disent ça. Il y a un tunnel lumineux, alors ça tout le monde le connaît, hein, le tunnel, ça tout le monde on sait. Il y a une rencontre avec les proches décédés. Bon. Parfois des entités, donc c'est des anges, c'est Jésus, c'est On a une revue de vie, donc les gens voient leur vie défiler devant leurs yeux. Il y a donc ce sentiment d'amour inconditionnel, et puis il y a un message qui leur dit non, ce n'est pas le temps, rentre chez toi, et ils reviennent. Ça, c'est le récit moodien, de type Moody, classique, que tout le monde connaît plus ou moins, qui ne connaissait aucun des éléments là, avant de venir. Aucun des éléments. Qui en connaissait la moitié. Donc, un quart d'entre vous connaissez la moitié ou plus. Donc ça, c'est connu. Donc, il y a une sorte de contagion sociale. On sait ce qu'on doit vivre quand on fait une NDE. Donc, quand on vit une NDE, on cherche puis on coche le bingo. Mais quand on regarde de près, en fait,
les témoins, et peut-être que parmi vous, il y en a qui l'ont vécu, c'est rare qu'on ait tout. En fait, ça n'arrive quasiment jamais. Les gens voient souvent le tunnel, ok. La sortie du corps, c'est fréquent. La revue de vie, pas tellement. Rencontrer des entités, ça arrive. Mais parfois, les gens qu'on rencontre sont encore en vie. Alors du coup, la rencontre au-delà marche plus. Et les enfants rencontrent le Père Noël. Et les gens qui croient en Jésus rencontrent Jésus. Les gens qui croient ailleurs rencontrent d'autres. Donc c'est bizarre sur qui a raison, qui a tort. On n'a jamais tort, quoi. On n'a jamais un musulman qui rencontre Jésus. Donc ça jette un doute sur est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est à un moment donné produit par la personne. Donc ce récit-là, s'il est vrai et si tout le monde le vivait vraiment comme c'est écrit, ce serait quand même un élément de preuve important. Ce serait étonnant que tout le monde vive ça et que ce soit toujours cohérent. En fait, c'est pas le cas. Tout le monde ne le vit pas, c'est rare qu'il soit complet et c'est pas toujours aussi cohérent. D'autant que parfois, les gens vivent un truc atroce. Hein. On n'a pas que de l'euphorie. On a des gens qui pensent qu'ils vont en enfer. En tout cas, l'expérience est traumatisante et il n'y a pas de proches autour d'eux, mais il y a des démons, des trucs comme ça, des trucs bizarres. Voilà. Donc, le truc, c'est qu'aucun item n'est universel. Si c'était le cas, ce serait intéressant. Ça n'est pas le cas. Ça, je l'ai dit. C'est ce que je viens de dire. Donc, du coup, il y a une influence culturo-religieuse et une contagion sociale qui est possible. Je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est possible. Et si on peut expliquer pourquoi les gens voient la même chose par une contagion sociale, c'est une hypothèse qui est moins coûteuse que de supposer qu'il y a une vie après la mort avec des entités qu'on ne sait pas d'où ça vient. Donc l'argument est quand même beaucoup plus faible que la version qu'on rencontre dans les bouquins. On vous dit que tout le monde vit ça. Du coup, alors, les choses sérieuses, c'est là que ça commence. Parce que là, vous allez vous dire, ceux qui veulent y croire et qui vont me dire, mais vous vous êtes attaqué à des trucs ridicules, c'est un homme de paille, intéressez-vous aux vrais travaux, ils sont là. Donc les affaires sérieuses, c'est le cas Nicolas Fraisse, étudié par le docteur Sylvie Détiolaz, le cas du docteur Evan Alexander, qui est chirurgien, le travail du docteur Pim van Lommel, cardiologue, et l'étude du docteur Saint-Marian. Il n'y a que des docteurs qui publient vraiment dans des revues. Donc là, c'est de la vraie science. Donc d'abord, le cas français, c'est Nicolas Fraisse, qui est un monsieur qui sort de son corps à volonté, plus ou moins. Donc il peut aller visiter les trucs. Il raconte ça dans des bouquins et à la télé chez Ardisson, qui met ça. Donc elle est docteur en biologie moléculaire, et lui, il est expérienceur. Et donc, dans son institut de recherche des sciences noétiques, en Suisse, elle a fait des travaux avec ce monsieur. Ils ont prouvé qu'il pouvait en effet sortir de son corps et avoir accès à des informations auxquelles son corps n'avait pas accès. Donc il est bien sorti de son corps, il est bien allé à côté, il a bien vu des informations. Et il raconte que notamment, il sort, il va voir sa boulangère, et il voit que sa boulangère, elle a telle boucle d'oreille de telle forme. Du coup, c'est une preuve. Voilà, il a vu ça. Soit. Le docteur Ben Alexander, c'est qui? C'est un chirurgien qui a eu une méningite assez forte. Il est passé à ça de la mort. Du coup, il a fait une NDE et pendant plusieurs jours, il était dans un coma. Et il témoigne en 2008 dans un bouquin, les preuves du paradis. Donc quoi, hein, on a encore le mot preuve. Et donc, en tant que neurochirurgien, dit-il, je n'accordais pas de valeur objective aux expériences de mort imminente. Mais il en a vécu une, et comme il en a vécu une, son cas prouve que la conscience peut se produire en l'absence d'activité cérébrale. Parce que comme son cerveau était tellement endommagé qu'il ne pouvait pas avoir de conscience, et qu'il a quand même vécu des trucs bizarres, il a chevauché un papillon. Et à côté de lui, une jeune femme chevauchait un papillon, et il a appris après coup que cette jeune femme était sa sœur décédée, et dont il ignorait qu'elle existait. Ses parents l'ont dit après, donc c'est bizarre. Donc lui, il témoigne, il est apparemment de bonne foi, et il est médecin, donc c'est pas un con, donc il a raison. Ensuite, on a monsieur Pim van Lommel, qui a une étude qui est sortie en 2001 dans The Lancet, donc c'est une très très bonne revue, une étude sérieuse sur les gens qui font un arrêt cardiaque. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on a 18% des gens qui survivent à un arrêt cardiaque qui ont fait une NDE, et que ce pourcentage, il ne peut pas s'expliquer par de la physiologie. C'est forcément que les gens ont vraiment vécu ce qu'il dit, parce que si c'était physiologique, alors ce serait 100%. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Je ne sais pas, mais c'est ce qu'il dit. Il dit que les expérienceurs voient leur capacité extrasensorielle augmenter aussi. Je n'ai pas été détaillé, mais déjà, on voit qu'on n'est plus tellement dans le domaine de la science. Et depuis cette année-là, il ne fait plus de science, il a arrêté, il écrit des bouquins, il fait des conférences autour du monde, et il vit de ça maintenant. Donc Pim van Lommel est cité parce que voilà, c'est une des publications sérieuses dans une grande revue qui montre que les gens vivent des NDE. Ça prouve que ça prouve que les gens sont 18% à vivre une NDE, ou une EMI. Et ça prouve que ça. On a des témoignages avec tel pourcentage. Donc en gros, c'est une proportion assez importante, c'est vrai. Des fois on disait 6%, lui dit 18%. Donc entre 6 et 18%. Est-ce que ça prouve plus que ça? Je ne sais pas.
Et puis on a un projet AWARE, qui est la rôle du truc, c'est que lui, en fait, on s'est dit, si les gens sortent de leur corps, ils sont là, et qu'ils vont au-dessus de la pièce, là, et ben, puisqu'ils voient leur corps, si on met un papier, une enveloppe avec un dessin sur l'armoire près du plafond, ils vont la voir. Donc on a fait ça dans 150 hôpitaux dans le monde. On a mis des enveloppes sur les salles de réanimation ou de réveil, voilà, pour voir est-ce que si les gens font une EMI, hop, ils sortent de leur corps, bah, du coup ils pourront dire ce qu'ils ont vu. Et donc il a des résultats. Donc ça c'était le but. Il a vendu son projet en disant c'est le projet AWARE, donc awareness, donc conscience pendant l'étape de ressuscitation des gens, en français c'est réanimation des gens. Donc voilà, si les gens vivent une expérience hors de leur corps et s'ils reviennent, donc qui ne sont pas morts, ils pourront nous dire ce qu'ils ont vu. C'était le but. On va voir qu'est-ce qu'il a récolté comme données vraiment, Monsieur Parnia. Donc il a prouvé qu'après 3 minutes d'arrêt cardiaque, la conscience existe toujours. Et ça, c'est un vrai résultat étonnant, parce qu'on pensait qu'au bout de quelques secondes, quand le cerveau était plus irrigué, il n'y avait plus de conscience du tout. Lui, il prouve qu'au bout de 3 minutes, on a encore des perceptions. Alors, est-ce que ça veut dire que le cerveau est arrêté, que c'est la conscience qui perçoit et qui revient avec les perceptions après? C'est l'hypothèse qu'il défend. En tout cas, il prouve qu'il y a conscience après 3 minutes. Voilà, et ça, c'est les preuves. Alors, donc, pour lui, la conscience est indépendante du cerveau. Là, c'est la conclusion de Parnia. Alors ça, c'est la conclusion qu'il donne en conférence et pas dans le papier. Parce que le papier, peut-être qu'il ne serait pas sorti s'il avait dit ça dans le papier. Voilà, c'était les preuves. Je vais regarder tout ça un petit peu plus près, en fait. Parce que quand on regarde de plus près, en fait, Madame Détiolaz, c'est qui? C'est une docteure en biologie moléculaire. Elle a publié des travaux. D'abord, elle bosse dans un truc de noétique. Alors, la noétique vient du grec ancien noésis, qui signifie l'acte d'intelligence par lequel on pense. Il concerne ce qui est domaine de la pensée et de l'esprit, mais dans le sens spirituel du terme. Donc, c'est un institut de recherche des sciences spirituelles, en fait. Et donc, leur axe, c'est ça. Donc, c'est pas étonnant. Voilà. Et cette dame, elle a publié dans des revues scientifiques pour de vrai. Et la dernière fois, c'était en 97. Ça fait 20 ans qu'elle ne publie plus. Et elle a publié dans des revues de biologie moléculaire sur la cellule. Elle n'a pas travaillé sur... Donc, en fait, elle est aussi experte que moi du domaine, pas plus. Et moi, j'ai reconnu au départ que je n'étais pas. Elle n'a pas fait cette démarche d'honnêteté. Donc, et surtout sur le sujet de la vie après la mort, elle a publié absolument 0 chose. Alors après, elle fait des bouquins, notamment. Parce que ça, c'est bien. Mais, et quand les sceptiques la contactent pour dire, OK, mais est-ce qu'on peut refaire avec M. Fraisse et vous des manips où on serait un peu plus sûr de ce qui se passe? On n'a pas de réponse. En science, en général, on répond à ça, parce que du coup, ça prouve qu'on veut prouver. Là, vu qu'elle est passée chez Ardisson et qu'elle vend ses bouquins, peut-être que ça lui suffit. Je ne sais pas. Ça n'est pas un gage de sérieux. Monsieur Fraisse, de son côté, il est expérienceur, il passe aussi à la télé. C'est un témoin. Et je ne sais pas s'il croit vraiment ce qu'il dit, ou si c'est un escroc, ou si vraiment il vit ce qu'il vit. Mais de toute évidence, quand on lui demande de suivre des protocoles où on pourrait s'assurer qu'il voit vraiment ce qu'il voit, il est pareil, il ne répond pas non plus. Bon. Donc, en France, ça c'est ce qu'on a de mieux, et ils ne répondent pas quand on veut faire avec eux des choses pour aller plus loin. Ça ne plaide pas en la faveur du sérieux de leurs travaux, malheureusement. Bon. Donc on reste à ce niveau-là, on reste au niveau d'une science marginale et de témoignage. Monsieur Eben Alexander, il est neurochirurgien et avant 2018, il a eu, il y a un papier dans The Squire qui parle de ce monsieur qui était attaqué en justice parce qu'il a fait plein d'erreurs médicales et donc il était endetté à mort. Et c'est un monsieur qui est connu pour trafiquer les papiers après coup, pour dire j'ai opéré le mauvais, il avait opéré un truc, c'était le mauvais côté en fait, il s'était planté, mais il a modifié les papiers pour montrer qu'il n'avait pas fait d'erreur. Donc c'est un monsieur qui est spécialiste de la fraude déjà et qui a été condamné pour ça. Mais bon, il pourrait très bien avoir vécu ça, voilà. Sauf que sa maladie, en fait, c'est ça, c'est l'article dans The Squire. En fait, il est poursuivi pour fraude, bref. Donc il prend des libertés avec le REN. Et son expérience demeure évidente. En fait, il dit qu'il a eu l'encéphalite. Mais en fait, il a eu une méningite. Donc ce n'est pas le cerveau qui était malade, c'était les méninges qui sont autour. Son cerveau était donc fonctionnel. L'équipe médicale a provoqué le coma. Donc il était sous un coma qui était contrôlé. Donc ce n'est pas un coma qu'il a subi, où son cerveau était en arrêt. Et le médecin qui l'a suivi a témoigné que pendant 8 jours, il a déliré dès qu'on retirait les anesthésiants.
Donc il a eu plein de phases de conscience délirantes. Il s'est fait poursuivre dans sa NDE dans un hôpital en feu par des ninjas. Je n'invente rien. Mais il dit que c'est forcément hors du corps parce que son cerveau n'était pas en état de marche. Les médecins qui étaient là, eux, devant son corps, machin, ont vu qu'il délirait, qu'il se réveillait, donc on le remettait. Donc il devrait savoir qu'il ne peut pas dire que son cerveau était en arrêt puisque les médecins à côté le savent. Il est chirurgien. Donc ce monsieur ne peut pas être honnête. Je m'arrête là. Je ne veux pas l'enfoncer, mais il ne peut pas être honnête dans son lien entre ce qu'il a vécu et ce qu'il peut prouver. Après ce qu'il a vécu, peut-être qu'il est honnête dans son ressenti. Mais dans le niveau de preuve, il n'est pas honnête. Voilà. Donc ensuite, on a monsieur... Ah, ça, en gros, j'ai dit, c'est que il écarte la thèse des faux souvenirs pour les 18% des gens qui vivent un truc. Il y va pourquoi ? Ça pourrait être des faux souvenirs. On pourrait très bien avoir des gens qui, placés dans des conditions extrêmes, vivent... leur cerveau produit la même chose, les mêmes causes produisant les mêmes effets. On a en gros les mêmes cerveaux. On pourrait avoir des faux souvenirs qui sont les mêmes. Lui dit que non. Et donc, il prétend que ça ne peut pas être l'hypoxie parce que sinon, on n'aurait pas ce pourcentage-là. Et il ne dit pas pourquoi. Donc, en gros, il est très frustrant et il ne répond plus aux questions parce qu'il a arrêté la recherche. Et donc, le projet AWARE, c'est un projet énorme qui compte 2060 personnes qui ont eu un arrêt cardiaque. Et donc, c'est une étude qui est tellement énorme, avec un très gros chiffre, donc ça prouve tout. Mais si on regarde dans le détail ce que fait cette étude, qu'on retire les gens qui sont morts, qu'on retire les gens qui n'ont pas répondu au questionnaire, ou ceux qui n'ont pas répondu à tout le questionnaire, ceux qui n'ont pas eu de perception, ceux qui n'ont pas de souvenir, et ceux qui ont des perceptions mais qu'on n'a pas pu vérifier, sur les 2060 personnes, devinez combien est-ce qu'il en reste ? Il en reste un, ce qui est très peu. Moins que un, il ne publiait pas en fait. En tout cas, je vous rappelle qu'initialement, on cherchait à avoir des gens qui vivent une NDE, qui se rappellent et qui l'approuvent. Donc le but était ça. Donc le but, c'était lui. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce témoignage ? C'est ça qui est important. Est-ce qu'il rapporte, j'ai vu telle enveloppe sur telle armoire, dessus il y avait le symbole de l'infini, où il y avait un sonnet de Verlaine, j'en sais rien. Non, il dit, j'ai entendu le bip de la machine. Il était peut-être déjà au courant qu'il y avait une machine avant de témoigner. C'est une information qu'il pouvait avoir autrement qu'en étant hors de son corps. Donc, ce n'est pas une preuve qu'il a eu accès à une information que son corps ne peut pas avoir. Donc, le projet AWARE a échoué à ça. Sam Parnia le reconnaît dans son papier, parce que du coup, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il revient à ça, c'est qu'au bout de 3 minutes, la personne a quand même reporté avoir entendu ça. Alors, en admettant que ce soit vrai, ce serait une découverte, le cerveau est à un état de conscience, même lorsqu'on pense qu'il n'en a pas. Et ça, en soi, c'est évident, parce qu'on se rend compte que les cerveaux des gens qui sont dans le coma, on peut, quand on affine les études, on peut voir des activités très 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 faibles qu'avant on ne soupçonnait pas. Donc c'est possible. Mais dire que ça prouve quelque chose sur où est la conscience, non. Et malheureusement, c'est tout ce que j'ai comme preuve scientifique des gens qui vous disent, donc, la vaste étude de 2060, on finit à 1, quoi. Et j'ai pas mieux, en fait. Donc on a un vide scientifique. On a des études réelles, on a des gens qui disent qu'ils ont des preuves, mais quand on regarde qu'est-ce qu'ils disent vraiment, on s'arrête là. Et donc, la conférence pourrait s'arrêter là, je ne sais pas quelle heure il est, mais après, rassurez-vous, j'ai des choses à vous dire, un peu de temps. Mais donc voilà, en plus, on a un problème de définition, c'est que si on fait une vie après la mort, c'est qu'on peut vous dire quand vous êtes mort. Et là, en même temps, c'est quoi être mort ? Par définition, mort, c'est quand on ne revient pas, en fait. Donc si vous revenez, est-ce que vous êtes mort ? On n'a pas les mots, en fait. Et donc, le problème qu'on a, c'est que mourir, ça veut dire quoi ? En médecine, on a la mort clinique, alors qui est un état, qui est une brève période d'inconscience causée par un arrêt d'irrigation du cerveau. Donc, dans arrêt cardiaque, vous êtes en état de mort clinique. Pour autant, votre cœur continue à fonctionner. Le cœur s'arrête, ça ne circule plus, mais les cellules continuent à fonctionner, donc ça marche encore plus longtemps. Vous êtes dans les vapes, mais vous n'êtes pas mort vraiment, quoi. Donc, on peut vous réanimer assez facilement maintenant. On a la mort cérébrale, qui est beaucoup plus grave. Là, c'est l'absence totale d'activité, qui est définitive. On ne voit, et si on débranche la personne, elle ne respire plus, elle meurt. Alors que dans la mort clinique, il y a des fonctions vitales qui restent actives, lesquelles je ne sais pas, je n'ai pas révisé. Mais ces deux trucs-là, ce sont des processus. La mort cérébrale est un état où si je ne fais rien, le corps meurt.
Mais si je fais respirer le corps, si je le perfuse, la personne peut rester comme ça pendant 10, 20 ans, 15 ans. On a des cas, des gens dans les hôpitaux, où la famille veut les débrancher, d'autres ne veulent pas. On a le cas de, j'oublie son prénom, Laurent quelque chose. Vincent Lambert, voilà. C'est un monsieur qui va pas revenir. Donc il est mort d'une certaine manière. Mais le corps vit toujours, donc c'est compliqué. Donc la mort est un processus. Or, quand on a des gens qui vous disent qu'on a des états de mort imminente ou de mort provisoire, c'est ce que dit Charbonnier, dit, c'est des morts provisoires. Ils sont morts puis ils reviennent. Donc on a clic, clac, clic, on a un interrupteur, on est mort, vivant, jour, nuit. Non, parce que puisque la mort est un processus, il faut aller au bout du processus pour être mort, en fait. Donc on a des états de mourant provisoire. Vous êtes mourant. Et quand on est mourant, on n'est pas mort. Hein, c'est comme la palisse. Avant d'être mort, il était vivant. Donc les gens qui reviennent de la mort sont restés en vie. Et rien que ça, c'est énorme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison de soupçonner qu'il y a autre chose sur la base de témoignages de gens qui ne sont pas allés ailleurs, et qui sont restés là. Donc, voilà. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que cette phrase-là est un abus, peut-être qu'en effet, il y a vraiment un truc, et que les gens voient un truc et qu'ils reviennent. Ce que je veux dire, c'est qu'au minimum, quand on regarde les preuves fournies, on n'en a pas. Et moi, j'aimerais bien en avoir des preuves avant de croire quelque chose. Donc, il y a une thèse scientifique alternative qui dit on croit qu'on sait un peu ce qui se passe à la tête du cerveau mourant, qu'on doit à Madame Suzanne Blackmore, qui a aussi écrit un bouquin. Donc, on peut écrire un bouquin et être honnête. Achetez les miens. Et elle, donc, qui est fort intéressante, elle a aussi écrit sur la mémétique, elle est intéressante. Donc, elle a étudié, elle est médecin aussi, elle a étudié ces cas-là. Et elle, ce qu'elle dit, c'est que quand le cerveau est en train de mourir, c'est qu'il n'y a plus de sang qui arrive, donc le cerveau est en hypoxie, il n'y a plus assez d'oxygène, donc c'est l'hypoxie qui va produire des états de conscience altérés. Donc, comment on explique, par exemple, les gens qui vivent une NDE disent, ça ne peut pas être un rêve parce que j'ai vécu une durée extrêmement longue. J'étais dans le tunnel, j'ai eu une revue de la vie, j'ai croisé Jésus, ou ce que vous voulez, et ça durait trop longtemps pour être cohérent avec la durée de mon arrêt cardiaque. Oui, mais quand vous faites un rêve, la durée du rêve n'est pas liée à la durée réelle du rêve, en fait. L'expérience que vous faites de votre rêve et l'état dans lequel vous êtes en rêve vu de dehors, ce n'est pas corrélé. Ce qui est corrélé, c'est l'intensité. Ceux d'entre vous qui ont eu un accident de voiture, est-ce que vous vous rappelez qu'en fait, d'un coup, tout se ralentit et on se rappelle de beaucoup plus d'éléments. Comme c'était extrêmement stressant, le cerveau accélère pour ne rien oublier. Comme c'est stressant, on s'en rappelle mieux. Et on confond nombre d'images en mémoire et durée de l'événement. C'est pour ça que quand on est plus vieux, on a une mémoire qui est moins bonne et les journées passent plus vite. Le temps passe plus vite quand on est plus vieux. C'est dû à la mémoire. En tout cas, c'est une hypothèse. Et là, la durée, c'est que les gens qui vivent une NDE et qui savent qu'ils vivent une NDE, c'est un peu traumatisant quand même. Hein. Vous dites, merde, je suis en train de mourir. Ah dis donc, j'avais un rendez-vous, c'est embêtant, mince, j'ai un truc dans le four. Bon, oui. Donc, comme c'est stressant et qu'on aimerait bien que ça se passe, que ça finisse bien, on est en mode accéléré. Et donc, c'est normal, entre guillemets, d'avoir un sentiment de durée dilatée. Voilà, ça c'est joli. Après, on a le tunnel lumineux. Comment on explique que beaucoup de gens, alors, parenthèse, dans la culture asiatique et japonaise, les gens qui font des NDE ne voient pas de tunnel. Eux, ils voient une rivière argentée, lumineuse. Alors, ça ressemble un peu, mais ce n'est pas un tunnel. Comme quoi, le tunnel n'est pas universel. Mais comment on peut expliquer le tunnel lumineux? Suzanne Blackmore explique qu'il y a un bruit neuronal dans le cortex visuel. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on a ici, à l'arrière, là, des lobes occipitaux. Alors, je ne les sors pas, mais vous me croyez sur parole, ils sont là, qui gèrent la vue. Donc, votre champ visuel gauche, il est géré à droite, et inversement. Et donc, vous savez que vous avez beaucoup de cellules visuelles pour le centre de votre vision et peu pour le bord. Parce que vous avez une macula, et donc vous pouvez faire le point. Et en gros, si vous mettez votre point, en fait, on voit que ça, comme zone nette. Le reste, c'est flou. Donc, si on a un bruit neuronal où les cellules, parce qu'elles sont en manque d'oxygène, commencent à envoyer des signaux un peu bizarres, donc des petits bruits blancs, des petits flashs blancs, il va se produire quoi? On aura un flash gris foncé sur le bord et gris clair au centre, parce qu'il y a plus de neurones. Donc, on a un peu ce qu'on a si on avait un tunnel avec un bout lumineux. Ça peut être ça. Alors, on ne dit pas que c'est forcément ça, mais en tout cas, on a une explication alternative. Ça pourrait être ça. La décorporation, alors là, c'est intéressant. Donc, out of body experience. Les gens sortent de leur corps. Ils n'inventent pas ça, les gens. Ils ont vraiment eu cette impression de sortir de leur corps. Qu'est-ce qui se passe?
on a prouvé que lorsqu'on a des pilotes de chasse, qu'on met dans des centrifugeuses, parce qu'on aime bien les torturer, et qu'on les fout à 4G, et qu'ils passent dans les vapes, parce que le cerveau n'est plus assez irrigué, ils sont à peu près 18%, je ne sais pas le chiffre, mais bon, en gros, ils sont à peu près autant, à vivre une décorporation, tunnel lumineux, etc. Ils vivent les étapes du récit de Moody. Pas toutes, mais certaines. Et notamment, ils sortent de leur corps. Et ce qu'on a montré, c'est que c'est le gyrus angulaire, dans lequel s'intègrent des signaux liés à la proprioception et l'autre, j'ai oublié. Est-ce que j'ai non, je n'ai pas écrit. On a la proprioception. Ah oui. En gros, voilà. Le gyrus angulaire, on a des récepteurs au glutamate. Quand le cerveau est en hypoxie, on a relargage de glutamate parce que c'est stressant. Le glutamate, c'est bien, c'est un message, mais quand il y en a beaucoup, c'est toxique pour les cellules. Donc les cellules font quoi? Elles ferment leurs canaux pour ne pas être tuées par le glutamate. Et du coup, ça provoque une activation du gyrus ou une inhibition. Je ne sais plus dans quel sens ça va. Mais c'est l'un ou c'est l'autre. Et ça produit une expérience de sortie du corps. Donc, si je prends une électrode et je viens activer votre gyrus angulaire, il est juste là, au-dessus de la tempe, vous avez l'impression d'être au-dessus de votre corps. Et si j'augmente le voltage, vous montez au-dessus de vous. Et si c'est diffus, vous ne sortez pas, mais vous ne sentez plus votre corps. Vous n'avez plus de limite. Et ceux qui vous disent qu'ils font un avec le cosmos, c'est parce qu'ils n'ont plus la sensation des bords de leur corps. Quand votre corps n'est pas limité, vous faites un avec le cosmos. Donc on retrouve des sensations qui sont proches de ce que vivent les gens en OBE en activant cette zone-là. Donc la proprioception, c'est comment je sais où est ma main. Je ne la vois pas, mais j'ai une capacité de voir où sont les parties de mon corps. Quand je perds ça, et que je sens quand même que ma main est là, qu'est-ce qui se passe? Je sens une présence. Mais comment je sais que c'est moi? Je ne sais pas. Donc quand les gens croisent, est-ce que c'est après? Voilà. Une force invisible ou une présence, ça peut être dû à ça. Ça, je l'ai dit. Donc, avec le cosmos, c'est que du coup, on perd la proprioception, donc on fait un avec le cosmos. Et alors, qui a déjà fait une paralysie du sommeil ici? C'est flippant, hein? Une paralysie du sommeil, c'est lorsque vous êtes, à un moment donné, vous vous réveillez, mais votre corps ne se réveille pas. Quand on est en sommeil, il y a un circuit dont j'oublie le nom, qui s'active et il va inhiber tous les neurones moteurs. Donc, quand vous rêvez que vous êtes en train de courir après votre chien, vous ne courez pas. Parce que les neurones de la course sont activés, mais il y a un neurone qui chante pour pas que votre cœur bouge. Alors, il y en a à qui ça arrive. Hein, moi, je lui mets un grand coup de poing dans l'oreiller. Il n'y a personne. Heureusement, parce que ça aurait fait très mal. J'ai tabassé un oreiller. Bon. Normalement, c'est inhibé. Mais il y a des gens qui ont des problèmes. Alors, c'est ou hypno. Il y a deux mots, et je ne retiens jamais. C'est hypno. En gros, c'est quand on rentre ou quand on sort du sommeil. Hypno. Vous avez les mots, les médecins ici? Hypnopompique. Et hypno, l'autre sens. Bref, vous irez chercher sur Wikipédia. Il y a des gens comme ça qui ont des problèmes, soit à l'endormissement, soit au réveil. Ce système de shunt, il ne marche plus. Donc, on est paralysé quand on est réveillé, on est conscient, mais le corps ne bouge plus. Et donc, comment le cerveau interprète ça? C'est que quelqu'un m'empêche de bouger. Cauchemar vient d'un mot grec qui veut dire créature qui s'assied sur les gens. Donc on a des images de ça du Moyen-Âge. On a des gens réveillés sur leur lit avec un démon qui est assis sur leur ventre. C'est le cauchemar, et donc c'est la paralysie. Donc c'est normal de trouver ça bizarre. Ceux qui en ont vécu, pour peu que vous soyez un peu spirituel au départ, vous allez analyser ce qui vous arrive par votre grille de lecture préférée. Et donc vous allez dire, il m'est arrivé un truc surnaturel. Si vous êtes plutôt sceptique, vous allez dire, ah tiens, mon cerveau a eu un bug. Bon. Et ce bug-là, on le retrouve peut-être dans les expériences de mort imminente. Donc, un cerveau qui est dans un état anormal, est-ce que c'est bizarre qu'il ait des sensations anormales? Moi, je pense que non. Je pense que c'est normal que les gens s'ils sont vraiment dans un état à l'hôpital, très malade, ou après un accident, qui le savent, et que leur cerveau est en hypoxie, donc très très fort stress, état anormal, c'est logique qu'il y ait des sensations anormales. Voilà. Hypnopompique, c'était marqué là. Il faudrait vraiment que j'arrête d'oublier tout. Et donc voilà, on a des hypothèses physiologiques et psychologiques on ne dit pas qu'on sait ce que les gens ont vécu, mais on dit voilà, si on retire les hypothèses coûteuses, qu'est-ce qui reste comme hypothèse validée par des faits? On a ça. Mais les gens qui veulent croire qu'ils ont été dans l'au-delà, évidemment, ça c'est pas convaincant pour eux. Et mon rôle, c'est pas de les convaincre. Mon rôle, c'est de dire il y a des hypothèses alternatives, intéressez-vous-y.
Et donc surtout, voilà, il faut croire les gens. Les gens qui vous disent qu'ils ont vécu une NDE, il y a des gens qui les vivent et qui n'osent pas en parler parce qu'ils vont dire on se fout de ma gueule. Donc je vous appelle tous à être charitables. Si les gens en parlent, écoutez-les. Parce qu'ils ont vécu un truc qui est certainement vrai, qui était très traumatisant, et ils sont un petit peu cons. Ils se disent mais mince, qu'est-ce qui m'est arrivé? Donc parlez, dites-leur de s'intéresser à ça, dites-leur de s'intéresser aux explications rationnelles, parce que parmi eux, il y en a qui seraient bien contents de savoir ce qui leur est arrivé. Plutôt qu'aller lire Moody ou les gens qui vendent des bouquins avec eux des témoignages, il y a des gens qui aimeraient avoir des réponses solides. Peut-être qu'ils mériteraient que ces réponses soient connues, mais à la télé, on ne parle pas de ça. Hein. Et donc voilà, maintenant, le truc c'est que si on voulait être... Là, on est à l'AFIS, ici. Donc il y a beaucoup plus de sceptiques qu'ailleurs, je suppose, ici. Qui est sceptique, plutôt qui ne croit pas à l'au-delà? Croire. Qui estime que ça n'est pas vrai? Voilà, bon. Oui, je sais bien, le mot croire est embêtant. Voilà, à qui le dites-vous? Donc voilà, on est entre gens qui n'y croyons pas en grande majorité. Pour autant, est-ce qu'on a la preuve que l'âme n'existe pas? Qui pense qu'il a la preuve que l'âme n'existe pas? Bon, donc voilà, on est raisonnable. Mais il y a des gens qui vont vous dire, moi j'y crois, et si c'est pas vrai, prouve-moi que c'est faux. Et là, on a peut-être qu'on dit, comment? Parce qu'ils vont vous dire, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Ce qui est vrai, sauf parfois, j'ai un cas où c'est pas vrai. Qui connaît Nibiru, la planète Nibiru? La planète X Nibiru est jumelle de la Terre. Donc vous avez le Soleil, la Terre, et elle est en face, elle est grosse, et elle tourne au même rythme, donc elle est cachée par le Soleil. Mais tous les 4000 ans, elle se rapproche de nous, elle cause des cataclysmes, elle a tous les dinosaures, elle a bousillé l'Atlantide, elle a causé le déluge. C'est une hypothèse russe, c'est un truc russe. Bon. Nibiru n'existe pas, et donc on a la preuve que Nibiru n'existe pas. Donc on peut prouver qu'un truc n'existe pas. Pourquoi? Parce que si Nibiru existait, elle a une masse, il y aurait des conséquences sur comment tourne le système solaire. On a découvert Neptune parce que Uranus n'était pas là où il fallait. Uranus, il devait être là, il était là-bas. Il dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Donc il a calculé, tiens, c'est comme s'il y avait une grosse planète qui est là. Donc il a appelé, Jean-Paul, bon, à l'époque c'était par courrier, en plus c'était un Allemand. Allô, Heinz, tu peux prendre ton gros télescope et tu regardes là-bas, tu verras un truc. Et paf, on a vu Neptune. C'était en 1000 quelque chose. L'info est correcte, hein. Donc on peut avoir la preuve de l'inexistence quand on a des outils pour. Est-ce qu'il y a des moyens de réfuter l'existence de l'âme? Pour ça, il faudrait qu'on définisse l'âme. Alors si l'âme existe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui implique que l'âme existe? Ça implique, c'est à ceux qui croient de nous le dire. Qu'est-ce que l'âme implique? Quelles preuves ils ont? Ils peuvent dire, j'ai juste ma croyance. Ils ont le droit. Mais nous, il nous faudrait plus. Quel résultat est possible? Qu'est-ce qu'on peut tester? Et même en même temps qu'il n'y a pas de preuve absolue, ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on a comme élément non absolu qui tend à prouver que ce serait vrai? Voilà. Et tout ça, on n'a pas la réponse. Et nous, sceptiques, on ne peut pas y répondre à ça. C'est à eux de nous dire, parce qu'en gros, si l'âme existe, ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui est le réceptacle de notre personnalité, de nos souvenirs, de nos émotions, qui survit à quand tous les centres qui sont liés à ces capacités-là, et dont on montre que lorsqu'ils sont détruits, on perd ces capacités-là, il n'y a plus rien, et ça persiste. Donc il faudrait qu'à un moment donné, quand vous avez une expérience et que vous avez un souvenir qui s'intègre dans votre cerveau, qu'il y ait un transfert entre votre cerveau et votre âme, pour que vous puissiez vous en souvenir. Comment se fait le transfert entre de la matière et de la non-matière? Je ne sais pas. Comment on teste qu'une entité immatérielle est le réceptacle de qui je suis? Je ne sais pas. Donc si c'est irréfutable, c'est pas de l'ordre. Donc du coup, on n'a rien à prouver en fait. Et il faut dire aux croyants, d'abord on vous respecte vos idées c'est autre chose, mais surtout c'est pas à nous de vous prouver que c'est faux, parce qu'il faudrait que vous définissiez un élément qu'on puisse tester. Tant que c'est pas testable, on peut rien vous prouver. Et donc c'est votre faute. Hein. Et donc, en l'absence de preuve, on a quelques outils en zététique et en pensée critique. On peut évaluer la vraisemblance des hypothèses concurrentes. Et donc, on a le curseur vraisemblance, qui est un outil, je crois, inventé par Henri Brock. En tout cas, c'est chez lui que je l'ai vu. Admettre que, entre je ne crois absolument pas, je sais que c'est faux et je sais que c'est vrai, qu'on est souvent quelque part au milieu. C'est-à-dire que quand Dawkins dit qu'il est athée, il dit sur une échelle de 1 à 7, je suis à 6,9. J'accepte de penser qu'il y a un degré de liberté où on pourrait me convaincre. Donc il faut accepter
de bouger. Et le curseur, ce qui est bien, c'est que là, donc, c'est comment ça s'appelle, ça pareil? Un potentiomètre. Ça bouge. Et en fait, ça sert à bouger. Donc, il faut que, quand on croit un truc, qu'on accepte de bouger. Donc, en fonction des éléments qu'on m'apporte, je fais bouger mon curseur en j'y crois pas, plus ou moins. Voilà, okay. Et il faut qu'on ait tous un grand tableau de bord avec que des curseurs et pas des trucs qui soient plantés définitivement, sclérosés et impossibles à bouger. Si on accepte tous d'avoir que des curseurs sur les choses où il y a pas, quand il y a une preuve, il y a une preuve. Hein, mais en l'absence de preuve, alors on sera plus ouvert en fait que les autres sont comme nous et qu'on peut peut-être les faire bouger un petit peu en douceur. C'était mon conseil de sagesse. Alors du coup, je regarde l'heure qu'il est parce que là j'ai prévu j'ai encore du coup 10 minutes. Alors, beaucoup de gens croient à une vie après la mort. C'est un fait. Et c'est pas des crétins, c'est pas des idiots, c'est pas des fous. Donc il y a des raisons. Alors, j'ai des pistes. Donc je vais vous donner mes pistes pourquoi les gens croient ça. On a ce qu'on appelle, d'abord, il y a des raisons familiales, sociales, culturelles, puisque en général, les gens qui sont musulmans naissent dans des familles musulmanes, tiens. Quand ils sont chrétiens, la famille était chrétienne, tiens, et athée aussi, tiens. Voilà, quand même, c'est bien. Il y a des raisons psychologiques, c'est-à-dire qu'on a des besoins, et les cerveaux sont faits de telle manière que parfois, on va préférer croire ça que ça, et les athées sont comme les autres. Hein. Parfois, on va se réfugier dans de l'athéisme aussi pour des raisons psychologiques. Il y a des raisons philosophiques. Après maintes et maintes réflexions, je considère que le modèle de la Trinité est tellement cohérent que je vais... Et puis il y a l'expérience personnelle qui est, et c'est là que ça marche, c'est que je vis un truc bizarre et j'ai une sensation de réalité tellement forte que ça ne peut pas être faux. Et donc je vais y croire. Et ces raisons-là, d'abord, elles ne sont pas toujours réfutables. À part la raison philosophique, les autres, c'est le résultat de processus qu'on ne contrôle pas. Et donc c'est compliqué. Donc même sans les réfuter, on peut chercher à les comprendre. Donc comment on peut expliquer? Donc là on a les sophismes habituels, donc populaire, intuition et tradition. Et donc on a ce que j'appelle la violence épistémique, c'est que même si vous savez que vous avez raison et que vous venez avec des éléments de preuve, la personne qui est en face, elle vous a rien demandé, quoi. Donc si vous êtes sceptique et que vous êtes prosélyte de votre scepticisme, des gens qui ne vous ont rien demandé, vous êtes le méchant de l'histoire. Vraiment, donc ne le faites pas. Et même quand vous êtes le gentil de l'histoire et que la personne est prosélyte elle-même et que vous venez juste pour y répondre, vous aurez l'air violent parce que le fait d'avoir raison fait qu'en fait vous avez un avantage, vous avez raison. Alors, l'avantage que souvent ce qui est faux est plus sexy, donc l'avantage est là. Mais donc, le simple fait de venir avec des arguments rationnels est vécu comme une agression. J'en sais quelque chose, c'est mon quotidien. Les gens me disent « Ah, pourquoi tu es agressif ?» Non, je vous dis des trucs vrais, enfin, j'ai des preuves. Donc, on crée une réactance et on veut aider les gens à questionner leur certitude et en fait, on les renforce. Donc, ce n'est pas une bonne stratégie. Donc, j'ai arrêté de faire ça, j'essaye. Donc, comment est-ce qu'on fait? Et surtout, est-ce qu'on doit chercher à éliminer les croyances fausses? C'est une vraie question, je n'ai pas la réponse. Chacun de demander, est-ce que mon énergie est bien employée à aller critiquer cette croyance-là, aujourd'hui, devant cette personne-là, comme ça. Des fois, on ferait mieux de faire autre chose. Mais des fois, il faut le faire. Et du coup, on a la théorie de l'esprit, qui est une théorie qui est assez connue maintenant dans les sciences cognitives, et qu'on a tous, dans notre cerveau, des modules qui servent à détecter qu'autrui a des pensées, des besoins, des intentions. Il n'y a aucune machine qui le fait. Les machines nous battent aux échecs et nous battent dans plein de trucs. En maths, ils sont plus forts que nous. Mais en théorie de l'esprit, ils sont nuls à chier. Le cerveau humain est le super héros de la théorie de l'esprit. Vous êtes capable de dire « Oh, ce chien, il ne manque que la parole. » Vous êtes capable de dire « Oh, la télé, elle ne veut pas s'allumer. » Il n'y a pas d'esprit. Donc, on imagine les intentions chez une télé. Et des fois, j'ai des images, j'ai remarqué, mais on voit des visages dans les nuages. On voit des visages dans des poivrons coupés en deux. On coupe un poivron en deux, il fait ça. Alors qu'en fait, en vrai, j'ai fait plantes. Donc, c'était les plantes n'ont pas trop d'émotion. Normalement, non. Et donc, on a dans notre cerveau un détecteur d'agents hypersensibles. On détecte des agents, donc des gens qui ont des intentions, parce qu'on est des singes hypersociaux et c'est notre environnement principal. Il faut qu'on commence ça. Et on est incapable d'imaginer l'exception psychologique. C'est-à-dire que quand on interagit avec quelqu'un, quand on interagit avec vous, vous avec moi, on n'interagit pas avec le corps des uns des autres. Alors c'est des connexions très très particulières, c'est très intime ou très énervé. Mais en général, vous interagissez avec l'esprit des gens.
au téléphone, etc. Donc quand le corps meurt, la partie avec laquelle vous interagissez le plus, bah, ça ne change rien pour vous. Donc c'est normal d'avoir des difficultés. Parce qu'autrui, avant tout, est un esprit pour nous. J'interagis avec qui vous êtes dans votre tête. Je ne vois pas qui vous êtes dans votre tête. Je vois que vos corps, ils sont très très bien. Vous êtes des corps super. Si, arrêtez. Non, vous êtes très beaux. Et donc là, on a l'expérience séminale où, à 4 ans, les enfants apprennent que... Parce que voilà, bon, j'ai le temps. Allez. À 3 ans, quand on montre ça à des enfants, on dit voilà, là on a Sally, là on a Anne. Sally, elle a une petite bille, elle la range dans son panier, et puis elle s'en va. Et Anne, c'est une coquine, elle prend la bille, elle la met dans sa boîte, et elle s'en va. Quand Sally revient, où Sally va-t-elle chercher sa bille? Dans le panier. Mais quand on a 3 ans, on sait que la bille est dans la boîte, donc on dit dans la boîte. Parce qu'à 3 ans, on ne sait pas que Sally, elle ne sait pas ce que moi je sais. Et à 4 ans, on apprend, ce que je sais, c'est pas ce que l'autre sait. Et on apprend à mentir. Et on est très fort à ça, après, on n'arrête pas. Donc l'esprit, c'est savoir que autrui ne sait pas forcément ce que je sais, ne veut pas forcément ce que je veux, et donc c'est quelqu'un à part entière. Et du coup, on interagit avec la vie interne des gens. Et donc l'immatériel est plus important que le matériel. Et donc, l'esprit domine la matière. Voilà. C'est logique d'avoir ce logiciel parce que c'est comme ça qu'on marche. Et donc, lorsqu'on regarde ce que croient les gens sur le corps éthérique, le corps émotionnel et le corps mental, qui sont des corps immatériels, quand le corps meurt, ça reste. Et si on est habitué à croire qu'on interagit avec ça, ou avec l'âme, appelez ça comme vous voulez, c'est logique de soupçonner qu'il reste quelque chose. Et les gens qui ont perdu des proches, ça nous arrive de leur parler. C'est fou. Et pourtant, on le fait. Donc, on perçoit toujours la vie interne d'autrui. On continue à interagir plus ou moins. Et donc, puisqu'on continue à interagir, on se dit, je ne suis pas totalement fou, donc il y a un truc qui existe. Et donc, on va rationaliser. Ce qui nous arrive, c'est réel, parce que je ne peux pas être fou. Et comme on est nombreux à vivre la même chose, ça ne peut pas être fou. Donc, j'estime que c'est l'explication la plus raisonnable pour pourquoi est-ce qu'on croit à la vie après la mort, parce qu'on voit des trucs qui sont invisibles. Et je vous le prouve, on va tous voir un truc qui n'est pas là. Est-ce que vous êtes prêts ? Là, vous voyez 4 disques noirs en il manque un quartier. Je les bouge et ça ne change absolument rien. Vous dites, super, la belle affaire. Et là, paf, il y a un carré blanc. Et vous vous dites, oh, c'est con. Qui dit, oh, c'est con? Personne, vous êtes gentil. Non, mais... Et là, d'un seul coup, vous vous dites, oui, mais Et là, vous allez voir, le carré blanc est plus blanc que le fond. Je répète, le carré blanc est plus blanc que le fond. Le plus blanc que blanc existe. Regardez bien. Je vous le prouve avec un triangle, on voit mieux. Le triangle blanc est plus blanc que le fond. Et je vous rassure, c'est la même couleur. Donc, vous complétez les formes et vous imaginez un triangle qui n'est pas là. Donc, on voit tous un triangle plus blanc que blanc. Bravo. Voilà. Et donc, en gros, on croit parce qu'on a des intuitions, parce que c'est normal, on est câblé pareil, on a des expériences bizarres et donc on veut que ça ait du sens. Et quand on ne sait pas comment justifier, c'est une intuition. Et on est tous d'accord pour dire qu'une intuition, on aimerait tous qu'elle soit toute vraie, notre intuition. On le sent. Parce que quand on avait raison, j'ai un préjugé et j'avais raison, je suis content. Mais c'est un préjugé. J'ai un préjugé et j'avais tort, mince, j'ai eu tort. En plus, mais surtout, j'ai eu tort. Donc on aime bien avoir raison. Et parce qu'on aime bien avoir raison et qu'on a des idées dont on ignore pourquoi on les a, alors on les entretient. Et donc on a tendance à être dualiste. Et quand on est dualiste, on croit qu'il n'y a pas que le corps, mais qu'il y a aussi l'âme. Voilà. Et donc on a aussi des théories sur le fait qu'on croit à la vie après la mort parce que l'espèce humaine est très motivée à dépasser la mort. Et donc tout ce qu'on fait, on veut être président, on croit aux énergies, on fait une famille, on donne des projets de société, on est des grands artistes, parce qu'on veut dépasser qui on est. On fait des conférences là, pour se rassurer de qui on est. Oui, parce qu'on est hyper angoissé en fait. Et les religions, évidemment, s'inscrivent parfaitement dans ce schéma. Ça marche très bien. Et les religions sont les championnes de l'idée qu'il y a une vie après la mort. Parce que c'est leur fonds de commerce, entre guillemets. Donc, croire au savoir, et il faut choisir. Je cite Kant, parce que Kant, c'est toujours bien. On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitude qu'il peut supporter. Voilà. Et donc, c'est l'heure. C'est la fin. La vie après la mort, dans le titre du bouquin, La vie après la mort et une approche rationnelle, l'élément le plus important reste le point d'interrogation. Parce qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire. On l'aura peut-être quand on mourra tous très vite. Très bientôt. Voilà. Ou pas. Et peut-être qu'il n'y a pas de réponse. En tout cas, il faut accepter que les gens veulent des réponses.
c'est normal qu'ils en veulent, donc il ne faut pas se moquer d'eux. Et en tant que sceptique, je vous le dis à vous, vous êtes là, on a une communauté qui devient plus militante qu'auparavant, c'est très bien, et en même temps, les nouveaux convertis sont toujours un peu plus violents que les anciens. Donc on a des gens qui découvrent les esthétiques, qui découvrent les outils de la pensée critique, et qui en font un peu un outil pour bâcher les gens. Et même si des fois, je suis sarcastique moi-même, hein, ça m'arrive, faisons pas ça, on vaut mieux que ça. Hein, sinon on va tous mourir. Voilà, je vous remercie. Bonsoir, merci. Je me posais la question pour l'explication, le phénomène d'accélération de notre perception en situation de stress. Comment on sait que ça existe? Parce que l'idée, c'était, on l'a tous vécu, donc c'est un témoignage. J'ai pas de réponse là-dessus. On sait que le temps passe plus lentement pour les gens plus âgés que pour les plus jeunes. L'hypothèse préférée, c'est que la mémoire est moins efficace. Donc il y a un lien entre capacité à mémoriser et impression de durée. Rétrospective, évidemment. J'ai que ça. Il y a peut-être des éléments, il y a peut-être des gens ici qui savent plus que moi. Il ne faut pas hésiter à prendre la parole. Je n'ai pas d'éléments pour prouver ça. C'est une hypothèse qui m'a l'air pas coûteuse et qui m'a l'air cohérente avec ce qu'on sait par ailleurs. Mais j'ai pas la preuve. Il y a des gens qui ont la réponse? Marc a la réponse. Alors, il faut donner le micro à Marc. Alors, à contrario, en parlant avec David Médernac du podcast Xilcast, qui avait travaillé sur les expériences de rêveurs lucides, il y a des expériences qui ont été menées et qui montraient que la sensation de temps qui s'écoule dans un rêve lucide, attention pour la nuance, est la même que le temps qu'on repère à l'extérieur. Donc, à contrario, oui. Il y a des situations où le temps dans un rêve correspond au temps écoulé réellement, ou du moins la sensation. Et le rêve lucide, les gens sont hyper stressés naturellement. Ouais. Donc non, ils sont zen. Ça dépend. Ça dépend peut-être. Le rêve lucide en général, on est plutôt zen que stressé. Voilà. En tout cas, ça dépend. Ça peut se mesurer en tout cas. Il y a des expériences qui permettent de le mesurer. Il faudrait retrouver exactement comment ils faisaient. Merci Marc. On a un monsieur devant. Du coup, on les prend dans l'ordre, je suppose. Prenez des numéros. Bonjour. Je ne sais pas si on m'entend. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que dans votre livre, vous examinez les preuves philosophiques, vraiment proprement philosophiques, de l'immortalité de l'âme et de son immatérialité, qui sont assez classiques? Par exemple, il y a des preuves aristotéliciennes. C'est celles sur lesquelles se base l'Église catholique, par exemple, pour dire on peut savoir seulement en utilisant notre raison, pas à l'aide d'une révélation, mais seulement en utilisant notre raison, que l'âme est immortelle. Ce sont des preuves qui sont défendues aussi. Moi, je ne suis pas philosophe et je ne suis pas théologien. Donc, il y a une partie un peu philosophique, mais qui est plus une philo plutôt d'obédience scientifique, c'est-à-dire que rationnelle. Qu'est-ce que ça impliquerait si l'âme existait? Je me suis intéressé à comment l'âme pourrait être réceptacle des choses qu'on voit dans le cerveau. On peut maintenant voir dans le cerveau un souvenir se former. On en est là maintenant. On voit les choses, plus ou moins. Donc, physiquement, on voit les souvenirs. Comment ils se transféreraient dans un truc immatériel. C'est ça que, après, les hypothèses... Aristote a eu tellement tort sur tellement de choses. Il a tellement été l'obstacle principal de la théorie d'évolution pendant tellement longtemps que cet argument d'autorité, quasiment... mais je n'ai pas assez étudié pour savoir ce que valent ces arguments-là, j'avoue. Donc je n'ai pas de réponse, en fait. En un mot, tu peux nous dire ce que c'est En un mot, bonjour. Hein. Non, mais par exemple, il y a des... Enfin, c'est un peu stupide, mais du coup, je peux que donner des références, mais il y a des philosophes américains contemporains analytiques, comme Edward Fesser, ou il y a David Oderberg aussi, qui développent ces arguments-là, c'est-à-dire qui défendent un néotomisme philosophique et qui répondent aux objections classiques. J'ai tendance à penser que la philosophie, lorsqu'elle reste... Après, moi, je ne suis pas convaincu personnellement, mais... Lorsqu'elle reste découpée... on a des gens comme Dennett, qui est un philosophe qui s'intéresse à la science. Les philosophes qui ne s'intéressent pas à la science ne m'intéressent pas, en fait. Parce qu'ils soliloquent dans... Ça peut être hyper cohérent. Je vois des gens sur Internet, c'est fascinant, qui font l'exégèse de Star Wars. Et ils vous disent, tel personnage, l'écriture, elle est parfaite, parce que si on considère ça, donc Qui-Gon Jinn, il est parfait parce que telle chose. Donc c'est un personnage qui a été mal écrit, en fait, mais lorsqu'on cherche les raisons pour lesquelles il serait bien écrit, on les trouve.
Et donc, c'est parfaitement cohérent. Pour autant, on est d'accord que Qui-Gon Jinn, c'est le personnage joué par... j'ai oublié son nom. Par Liam Neeson, il n'est pas réel. Mais on peut gloser à l'infini sur pourquoi Dark Vador a fait ça à ce moment-là, etc. Ça m'intéresse. Mais je vois des gens qui s'investissent à fond, mais avec la même rigueur que les philosophes qui vont trouver de la cohérence dans leur discours. Et j'échoue à voir la nuance, quelle serait la donnée en plus qui, chez les philosophes, fait que ce qu'ils disent en plus serait vrai. C'est cohérent parce que c'est vrai en plus. Je ne vois pas où ce serait cet élément-là. Et peut-être que j'ai tort. D'abord, j'avais 2 remarques par rapport à ce qu'on avait dit, les discussions qu'on vient d'avoir. Sur le temps, on a tous une expérience facile à faire. C'est la première minute ou la première seconde où on regarde la trotteuse de sa montre. Elle passe plus longtemps que les autres secondes. Donc ça, c'est bien une preuve qu'on a une perception du temps qui c'est possible. Qui est mauvaise. Ensuite, sur ce que vous avez dit sur le curseur de vraisemblance, je pense que ça fait beaucoup référence à la formule de Bayes. Oui. La formule mathématique de Bayes, voilà. Donc, allez voir, hygiène mentale, tout ça. Ouais, il a fait une vidéo récemment qui explique bien le truc. Qui explique bien les choses. Et une question par rapport plutôt à la conférence. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ce que je vais dire, mais j'en ai beaucoup entendu parler sur Internet. Donc, c'est vrai. Non. Mais il y aurait des expériences où on essaierait de prouver l'existence de l'âme en pesant des gens avant et après qu'ils soient morts. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça a été fait, c'est McDougall, 1961, je crois. L'âme pèse 21 grammes, comme vous savez. Il a pesé des gens, il a basé toute son étude sur 6 pesées. Les gens qui connaissent la science savent que quand on en fait moins de 30, on est un rigolo. Et 30, c'est déjà le minimum, donc il a fait 6 pesées. 2 qu'il a éliminés. Ça n'en est pas. Il a eu 14 grammes, 21 grammes, 62, 71. Comme ça. Il a gardé 21. Personne ne sait pourquoi. Ça n'a jamais été refait depuis, à ma connaissance. Alors, peut-être que des gens le font. Madame Détiolaz l'a évoqué chez Ardisson. Je n'ai pas connaissance d'études plus récentes qui l'auraient montré. Et après, comment est-ce que vous prouvez que la personne ne sait pas juste qu'elle a expiré de la vapeur d'eau enfin, d'autant que dans son étude, il y a des gens qui ont gagné du poids. Voilà, ils les ont retirés. Ils ont gagné du poids. Et à côté, il avait pesé des chiens. Et les chiens n'ont pas d'âme. Il les a tués et il a peu de différence. Donc il n'y a pas d'âme. McDougall, un gars sympa. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une remarque. Tout à l'heure, vous avez dit que la matière ne produit pas d'imatière. Enfin, n'interagit pas avec les matériels. Voilà, c'est ça. Et moi, j'avais lu un Saint-Augustin, ça fait maintenant quelques années, à l'époque. Et lui, il a un argument fort. Il dit la pensée est imatière. Elle est produite par mon cerveau qui est matière. Et je pense que si on cherche une source, pourquoi c'est répandu dans toute l'humanité que les gens croient à l'imatière, c'est parce qu'on pense. Oui, et comme l'on pense, c'est pas de matière, on se dit que l'imatière existe. Mais l'information, si vous retirez toute la matière, qu'est-ce qui reste pour coder l'information? L'information, c'est le résultat d'un codage. Là, il faudrait un spécialiste de l'information pour vous répondre, parce que je dis qu'il y a des énormités, mais je ne connais pas de système qui produit l'information sans matière. Ou énergie. Enfin, il faut quelque chose, mais l'énergie est liée à la matière. Si vous réussissez à avoir d'informations sans matière ni énergie, alors peut-être que l'âme existe. Peut-être, ça, mais je ne suis pas armé. Moi, je suis biologiste. Hein. En biologie, on a de la matière, il y a de la pensée, machin, et du coup, on n'a pas besoin de supposer de l'immatériel pour expliquer ce qu'on voit. Mais peut-être qu'un jour, on ira plus loin et que ça, ce sera vrai. Voilà, juste pour finir, voilà, c'est ce qu'il dit. Il dit, comme nous, notre matière produit de l'imatière, il envisage Dieu comme immatière, capable de produire de la matière. Voilà. Juste oui, mais chacun définit Dieu comme il le veut pour qu'il soit irréfutable. Et moi, du coup, j'ai rien à dire. Parce que là, si Dieu est d'information, regardez le journal de 20h, c'est l'information, c'est Dieu qui vous parle. C'est une blague. Alors, bonsoir. En fait, j'ai une question que je me suis posée en lisant la avant-dernière phrase de votre exposé, qui était la concentration et l'intuition, ou du moins l'intuition. Et je vous posais la question sur la capacité de concentration. Est-ce qu'il y a d'abord des niveaux d'intuition, du genre je vous regarde et j'ai l'intuition que vous êtes très content, ou bien j'ai l'intuition que le marché va se développer et j'investis, un peu comme Trump dit, j'ai l'intuition des affaires et je suis devenu milliardaire. Donc, il a aussi dit qu'il avait une intuition pour la science, c'est pour ça qu'il ne croyait pas au changement climatique. Voilà. Mais donc ma question se voulait plus scientifique, c'est-à-dire est-ce que ma capacité de concentration peut jouer sur ma capacité intuitive?
Et ça pourrait être un programme de recherche au niveau... Alors là, c'est pareil, je ne suis pas expert, je dois dire ça à chaque fois, mais bon. J'ai un élément de réponse, mais c'est mon avis personnel. Il y a des gens qui accumulent de l'expérience dans un métier. Un agriculteur, il va sentir que le temps va changer avant moi. Et bien, il ne sait pas pourquoi, en fait. Mais il a pris l'habitude de repérer, sans le savoir, que tel élément dans l'air ou dans le paysage change avant. On a des animaux qui ont l'intuition qu'il y aura un tsunami avant, parce qu'ils ont repéré des signaux. On ne pense pas qu'ils sont médiums. Donc, oui, mais c'est ça. Et du coup, je pense qu'on apprend à inconsciemment repérer des signaux, à les traiter et à faire une règle d'inférence, et que quand je perçois ça, alors il y aura ça. Et donc les gens vraiment experts d'un domaine réagissent très vite, même sans penser parfois. Ils ont une intuition très forte, ils vérifient, c'est vrai. Mais s'ils se basent que sur l'intuition sans vérifier, ils peuvent très bien avoir une intuition très forte, sans savoir ça pourquoi ils n'ont pas de définition. Le sentiment peut être très fort, mais c'est ce que dit Spinoza. Là, je viens citer les auteurs. Il n'y a pas de force intrinsèque à l'idée vraie. Je peux être sûr de moi et avoir tort, ou être sûr et avoir raison. Donc moi, je pense que l'intuition est un mauvais outil, mais comme moyen d'explorer le réel, y compris pour les savants, c'est bien. Quand un professeur en biochimie qui a 40 ans d'expérience dit à un stagiaire « fais ça », pourquoi ? Je ne sais pas, mais fais ça. En fait, il sait pourquoi. Enfin, il a des trucs... voilà. Et peut-être qu'il faut l'écouter. Parce qu'il a l'intuition que cette question-là, en fait, elle est reliée à plein d'autres, et confusément, il sait que c'est intéressant. Donc, je ne suis pas contre l'intuition. Mais derrière, le stagiaire, il veut faire la manip. Et une fois qu'on a fait la manip, le vieux pourra dire, voilà, on a prouvé ça. Donc, il faut utiliser l'intuition, je ne suis pas contre, mais il ne faut jamais estimer que c'est suffisant pour valider quoi que ce soit, en fait. Et les gens, souvent, font le pas. Ils disent, parce que j'ai une intuition et que j'ai un sentiment de vérité très fort, alors ça me suffit. Et moi, je me bats contre ça. Mais contre l'intuition, je ne vais pas me battre, parce qu'on a tous, moi-même, hein, des fois, je croise quelqu'un, et en bout de 2 phrases, il me dit « Ah, lui, il va être chiant. » Ce soir, je n'ai pas eu ça. Vous êtes parfait, vous êtes formidable. Pourvu que ça dure. Mais voilà. Bonsoir. Vous aviez dit tout à l'heure au cours de la... Julien. Au cours de la conférence, vous aviez dit tout à l'heure que on pouvait inhiber le sens de la proprioception en stimulant des zones du cerveau. Est-ce que c'est quelque chose qui a été réalisé ? Enfin, ça a été testé ? Oui. Alors, je n'ai pas l'équipe en tête, mais c'est des gens qui travaillent sur les... Il y a la référence dans mon livre. Achetez mon livre. D'accord. Qui montre que lorsqu'on active très fort, les gens sortent de leur corps, et lorsqu'on active trop peu pour qu'ils sortent, il y a une sorte, un peu comme quand on a des fourmis dans les membres. En fait, c'est un signal que la circulation se rétablit. Donc, c'est un signal interne qui est bizarre. Bon, c'est pas... Et donc, le sentiment où on perd la proprioception ressemble peut-être plus ou moins à ça. Je ne l'ai pas fait moi-même, donc je ne sais pas ce qu'on ressent. Mais c'est une zone floue, quoi. C'est une zone où on n'est pas dedans, on n'est pas dehors non plus. Donc, il y a une abolition des limites du corps. Qu'est-ce que vivent les gens ? Il faudrait que les gens qui l'ont fait viennent témoigner de ce à quoi ça ressemble. Ce sera un témoignage, mais ce sera intéressant. En tout cas, oui, il y a des manips qui montrent qu'il y a un lien entre le voltage et la hauteur dans la pièce, apparemment. D'accord, donc ça serait des électrodes qu'on... Enfin, ouais. C'est ça. Ouais, d'accord, ok. Merci. On n'a pas ouvert le crâne, hein. On a appliqué sur le... J'avais une question, en fait, par rapport... Vous parliez de Nicolas Fraisse et du fait que des gens l'avaient contacté pour reproduire les expériences. Vous savez qui ? Enfin, comment ça s'est passé ? Oui. D'accord, très bien. Merci. Un chercheur de Nancy que je connais les a contactés. Il n'a pas réussi à avoir de réponse. Après, peut-être que d'autres l'ont fait et que c'est en cours. À ma connaissance, ça fait quand même des années. Hein. Ça fait 4 ans hein, que ça traîne. On n'a pas Depuis 4 ans, ils auraient pu se plier à des nouvelles expériences. Peut-être que c'est fatigant pour lui, c'est traumatisant. Quelqu'un, il faut qu'il arrête d'aller à la télé. Mais s'il veut témoigner dessus, c'est la moindre des choses de se plier à des protocoles, à mon avis. C'était la dernière question ? Bien, je vous remercie d'être venu. Je remercie la mairie d'accueillir tout ça. Abonne-toi, naturellement, à la FIS. C'est bon ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour être informé des prochaines conférences AFIS en ligne, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Sciences et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Sciences.
De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, au revoir.